et bon réveil. Merci d'être avec nous en direct depuis Tel Aviv. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité ce matin. État d'urgence décrété dans la ville américaine de Baltimore après une nuit d'émeutes et ce après la mort d'un jeune noir au moment de son arrestation. Des milliers de soldats ont été dépêchés sur place. Et puis, course contre la montre au Népal. Les 72 premières heures sont cruciales. Après un séisme d'une telle ampleur, en attendant, le bilan continue de grimper. Plus de 4300 morts. La France est toujours sans nouvelles de 676 ressortissants. Des victimes également en Inde et au Tibet. En Indonésie, les autorités pourraient exécuter le Français Serge Atlaoui dans les 24 heures. Condamné à mort pour trafic de drogue, il avait été provisoirement épargné ce week-end, mais la justice continue de se montrer inflexible malgré les pressions diplomatiques de Paris. Et puis on revient également ce matin sur l'origine du kéfier, ce turban devenu symbole de la cause palestinienne. Il a retrouvé une nouvelle jeunesse et se décline dans toutes les couleurs et est même devenu un accessoire à la mode à travers le monde. Enfin, assumer ses défauts et plus que jamais à l'ordre du jour, plusieurs campagnes internationales promeuvent les vergetures et les rondeurs qui vont avec. Tour d'horizon de ces images qui déculpabilisent et cartonnent sur les réseaux sociaux. Ce sera en fin d'édition. Bienvenue à tous. L'armée et la police déployées en force à Baltimore. Cette nuit, les émeutes ont fait des dizaines de blessés. Des commerces ont été vandalisés et pillés. Une colère qui s'est emparée de la ville après les obsèques d'un jeune noir qui a trouvé la mort au moment de son arrestation. Regardez. Des magasins saccagés, des immeubles en feu, des voitures incendiées. Baltimore à feu et à sang lundi. L'état d'urgence a été décrété et la garde nationale appelée à l'aide. Ce soir, après les graves violences et les pillages qui ont conduit à la destruction de biens et qui mettent les habitants du Maryland en danger, j'ai décrété l'état d'urgence à la demande de la ville de Baltimore. Ce qui comprend le déploiement de la garde nationale du Maryland afin de rétablir l'ordre et mettre fin aux troubles que nous avons vécus aujourd'hui et ce soir. Tout commence le 19 avril dernier. Freddie Gray, un jeune noir de 25 ans, décède des suites d'une fracture des vertèbres cervicales. Un décès intervenu une semaine après son arrestation par la police. Depuis, la colère gronde. Les manifestations sont quotidiennes dans cette ville populaire du nord-est des États-Unis, une ville située à moins de 60 km de Washington. À l'enterrement du jeune homme, des milliers de personnes lui rendent un dernier hommage. Freddie Gray à peine porté en terre, la violence se déchaîne. Des groupes de jeunes très mobiles s'en prennent aux forces de l'ordre. Pour les autorités américaines, les auteurs de ces violences sont membres de gangs locaux. Nous devons obtenir des réponses et résoudre cette situation. Nous voulons tous savoir ce qui est arrivé exactement à Freddie Gray. Ici, la situation est tout à fait différente. Il s'agit de gangs, de voyous sans foi ni loi, qui traînent dans les rues et qui s'en prennent à des biens et à des personnes innocentes. Nous ne pouvons le tolérer. Bilan de ces violences, 15 policiers blessés, une trentaine d'arrestations. Un couvre-feu a été instauré de 22h à 5h du matin pendant une semaine. Un couvre-feu qui pourra être prolongé si la situation l'exige. Emmanuel Even, professeur de relations internationales, bonjour, merci d'être avec nous. D'abord, on l'a vu, des mesures drastiques, couvre-feu, état d'urgence, c'est rare comme mesure dans une ville américaine. Oui, c'est rare. Enfin, il y avait eu des émeutes similaires, comme on s'en souvient, à Los Angeles dans les années 90. Mais cela rappelle effectivement des émeutes qu'il y avait dans les années 60 aux États-Unis. On a parlé de Baltimore, mais c'est tout l'État du Maryland, où se trouve également la capitale américaine, le Washington DC, où il y avait des émeutes similaires, mais dans les années 60. Et donc ça nous rappelle vraiment des événements d'un passé qui semblait lointain, mais qui se répète. On avait parlé ici il y a 2 semaines d'un cas similaire dans Tulsa, Oklahoma. Oui. Et ce sont des cas qui se répètent effectivement. Alors, précisément, ces scénarios de jeunes noirs tués par des policiers se succèdent aux États-Unis. Pourquoi les autorités fédérales et locales n'arrivent pas à endiguer ce phénomène? Parce que c'est un phénomène de profondeur, c'est-à-dire qu'il y a là un véritable problème dans le comportement des policiers. De racisme? Possiblement. Et il est possiblement également de racisme, ou en tout cas d'une facilité sur la gâchette
qui semble-t-il est encore plus facile entre guillemets lorsque les victimes sont justement des membres de la communauté afro-américaine. Mais il y a là un problème de fond. Est-ce que les autorités fédérales et locales ont la capacité d'endiguer ce phénomène? C'est une politique à long terme. Est-ce que ça va jouer en défaveur de Barack Obama et des démocrates dans cette campagne électorale qui s'annonce extrêmement serrée? Je pense que c'est trop tôt pour le dire. Je pense que d'abord Barack Obama justement symbolise le fait que les Noirs américains ne sont pas là où ils étaient il y a 40 ou 50 ans, bien entendu. D'un autre côté, est-ce que ça va être un sujet central dans la campagne électorale? Je ne pense pas. C'est sûr que la communauté afro-américaine avait voté dans sa grande majorité pour Barack Obama. Je doute que ça devienne un sujet vraiment central dans la campagne. Barack Obama évite de prendre à bras-le-corps ce sujet. C'est un sujet qui l'embarrasse, un président noir qui n'arrive pas à stopper ce racisme dans son pays. C'est-à-dire qu'en tant que président et en tant que président noir, il peut difficilement dire que les Noirs américains ne sont pas aujourd'hui, enfin il y a une ségrégation contre eux, puisque lui-même est le contre-exemple de cela. C'est un sujet très sensible pour lui personnellement, sans aucun doute. Pour finir, un mot, on en avait parlé de ces zones géographiques où se localisent ces cas qui se répètent. C'est encore le fruit de cette tradition sécessionniste aux États-Unis où ce racisme est plus ancré dans les États du Sud notamment. Alors c'est intéressant parce que l'État de Maryland était vraiment à la charnière en fait. Vraiment, il est à la charnière du Nord et du Sud et il symbolise justement ce clash des cultures entre le Nord et le Sud. Et le fait que ça ait lieu au Maryland, à quelques kilomètres de la capitale fédérale, est vraiment un symbole. Vous restez avec nous, Emmanuel, dans le reste de l'actualité. 3 jours après le séisme au Népal, eh bien, le bilan continue de grimper. Un couple de Français figure parmi les victimes et on est toujours sans nouvelles de 676 ressortissants. On note également depuis hier des victimes en Inde et au Tibet. L'ampleur des dégâts commence seulement à être établie et l'aide internationale commence à s'organiser. Le toit du monde s'effondre au Népal et le bilan dépasse désormais les 4000 morts. La France est en première ligne dans le rapatriement de ses citoyens. On compte pour le moment 2 Français parmi les victimes. On est toujours sans nouvelles de plusieurs centaines de ressortissants. Une cellule de crise est en place au Quai d'Orsay. 7000 appels ont jusqu'à présent été recensés. Nous avons pu localiser 1400 Français sains et saufs. Et nous venons notamment de retrouver un groupe de 8 trekkers à propos duquel nous avions des inquiétudes vives. Malheureusement, le décès de 2 de nos compatriotes français qui étaient en vacances et qui ont été tués à Katmandou par un éboulement est confirmé. Le ministre dit également craindre d'autres victimes. Des témoins affirment connaître une personne emportée par une rivière. Le tremblement de terre a également déclenché une avalanche sur le mont Everest, où une vague de neige de la taille d'un immeuble de 50 étages a déferlé sur le camp de base. L'ambassade de France a ouvert des points de regroupement sur place. Une équipe d'une dizaine de sauveteurs français est arrivée dans la capitale, à Katmandou. Ils constatent la désolation. En fait, on est là avec les chiens pour tout simplement aller rechercher des personnes qui sont encore ensevelies sous les décombres. Il serait encore des centaines à être ensevelis, dont de nombreux enfants. L'aide internationale met du temps à arriver en raison des difficultés d'accès aux zones sinistrées et l'espoir de retrouver des survivants diminue à chaque heure. Ce tremblement de terre était redouté de longue date mais n'avait pas été préparé. D'une magnitude de 7,8, il est le plus meurtrier que le Népal a connu depuis 80 ans. À l'époque, 3 grandes villes de la vallée avaient été largement détruites, causant près de 20 000 morts. Un scénario catastrophe qui peut se reproduire. Les experts s'attendent à un séisme géant dans les années à venir. Une menace qui vaut pour toute la bordure sud de l'Himalaya, Inde et Bangladesh compris. Bétabé, alors que le bilan s'alourdit, la situation humanitaire d'urgence a là aussi été décrétée pour les survivants. Évidemment, des dizaines de milliers de personnes qui n'ont tout simplement plus où habiter. Exactement, des dizaines de milliers qui dorment dehors, du coup, puisque entre la très forte secousse, on l'a dit dans le sujet, de 7,8 sur l'échelle de Richter et ses répliques qui ont été non seulement fortes mais aussi régulières, eh bien, soit les Népalais ont perdu leur maison, soit ils ont tout simplement trop peur de rentrer chez eux. Alors, situation est décrite par les ONG comme une crise humanitaire majeure et la situation serait encore pire à l'extérieur de la capitale, plus près de l'épicentre donc du séisme. Alors, parmi ces Népalais touchés, il y a en plus les
enfants. Selon l'UNICEF, près d'1 million d'enfants ont un besoin urgent d'aide humanitaire à la suite du séisme. 940 000 parfois livrés à eux-mêmes. Des milliers d'enfants qui ont dormi dehors, donc une 3e nuit dans le froid, dans la pluie, avec déjà un premier risque, c'est celui de l'hypothermie, notamment pour les plus petits qui ont froid. L'UNICEF attire en outre l'attention sur les risques de propagation des maladies, puisque les restrictions d'accès à l'eau potable et puis aux installations sanitaires exposent les enfants à ces maladies, à des épidémies, notamment par voie aérienne. Alors l'UNICEF va dépêcher à Katmandou 2 avions cargo chargés de 120 tonnes d'aide d'humanitaire, notamment des médicaments, des tentes, des couvertures. Il faut soigner les blessés d'une part, mais il faut aussi prendre soin, un soin particulier des femmes enceintes, des jeunes mamans, des nourrissons et puis des enfants. Il y a aussi pas mal d'ONG qui se trouvaient déjà sur place pour lesquelles le travail est un petit peu plus facile puisqu'elles sont déjà sur place. Voilà, beaucoup de travail sur place. Rudy, au fil des heures, les images du drame commencent à circuler de plus en plus, notamment sur les réseaux sociaux. Oui, parce que les caméras, les smartphones étaient nombreux, notamment les caméras de surveillance samedi lors du séisme, qui, depuis un peu plus de 24 heures, arrivent petit à petit sur les réseaux sociaux et témoignent de l'extrême violence du séisme, on l'a dit, de 7,8 sur l'échelle de Richter. Alors, je vous ai sélectionné 2 vidéos virales qui montrent à 2 endroits différents les effets du séisme. Alors d'abord une vidéo qui a été vue plus de 11 millions de fois ce matin sur internet, qui a été tournée au camp de base de l'Everest. À cette période, il y a environ 800 alpinistes qui grimpent le sommet et qui viennent d'un peu partout dans le monde. Parmi eux, il y avait Jost Korbusch, un alpiniste allemand. Il va survivre à une avalanche qui va tuer 18 personnes. Regardez, c'est assez impressionnant. The ground is shaking. What about if the ground opens up? Shit. Oh, oh. No. Fuck. 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 Come under my jacket. Come under my jacket. Are you okay? Yeah. Alors, on comprend évidemment la puissance du séisme avec ces images. Et la vitesse, la rapidité avec laquelle ça vient. Autre vidéo choc, une vidéo filmée par des caméras de surveillance. Il y en avait beaucoup en état de marche, je vous l'ai dit. Elles viennent de Katmandou, la capitale, et elles montrent le tout début du séisme. On regarde. Voilà, pour ces images qui commencent à circuler, vous nous les ramènerez tous les matins s'il y en a d'autres. Merci Rudy. Direction l'Indonésie à présent, où les autorités pourraient exécuter dans les heures qui viennent le Français Serge Atlaoui, condamné à mort pour trafic de drogue. Eh bien, il avait été provisoirement épargné ce week-end, mais la justice continue de se montrer inflexible malgré les pressions diplomatiques mises en place par François Hollande. Des médias occidentaux ont en effet publié des photos de croix mortuaires destinées au cercueil des condamnés avec la date de demain. Regardez. Nous sommes opposés à la peine de mort en toutes circonstances. Ce sont les derniers mots des chefs d'État français et australiens afin de faire pression sur le gouvernement indonésien. Objectif, sauver la vie d'une dizaine de condamnés en attente d'exécution. Parmi eux, Serge Atlaoui, inculpé pour trafic de drogue. Le Français a obtenu ce lundi un répit des autorités indonésiennes. Mais même s'il ne risque pas une exécution dans l'immédiat, les conditions de son éventuelle mise à mort ont été précisées ce lundi. Nous allons l'exécuter seul lorsque la procédure devant le tribunal administratif de Jakarta sera terminée. La loi indonésienne prévoit que tous les condamnés dans une même affaire soient exécutés en même temps. Ce ne sera donc pas le cas pour Serge Atlaoui, sauf si le recours d'un des autres condamnés est rejeté au même moment que le sien.
car le Français a utilisé le dernier recours dont il disposait en saisissant le tribunal administratif de Jakarta. Il conteste l'absence de motivation dans le rejet de sa demande de grâce par le président indonésien. Les Philippines aussi se mobilisent pour tenter d'empêcher l'exécution de Marijan Veloso. De nombreuses personnalités ont élevé la voix, dont le boxeur Manny Pacquiao. Votre Excellence le Président Joko Widodo, je suis Manny Pacquiao et au nom de mes compatriotes, je vous supplie et en appelle à votre cœur de sauver la vie de Marijan Veloso et des autres condamnés et d'empêcher leur exécution. Cette domestique philippine peut être exécutée dès mardi. Le vice-président indonésien a lui balayé les critiques internationales. Ici, c'est la loi, a-t-il déclaré. Alors on vient de le voir, Emmanuel Navon, les appels et les pressions diplomatiques se multiplient, notamment pour sauver Serge Atlaoui. Les Indonésiens continuent pourtant à se montrer inflexibles. Pourquoi ? Oui, c'est effectivement, il y a une inflexibilité, une pression qui vient essentiellement de la France, également de l'Australie, un pays voisin également occidental, qui n'a pas le même système judiciaire comme celui des Philippines également, avec cette pression médiatique. Et des Philippines. Je pense qu'il y a d'abord un nouveau président en Indonésie qui a été élu il n'y a pas très longtemps, qui veut prouver son autorité. D'un autre côté, on peut mettre des doutes sur la véritable indépendance du système judiciaire. Alors, officiellement, il est complètement indépendant, mais on sait que le président a la possibilité de gracier. Et là, il résiste aux pressions internationales, alors même que cette condamnation de ce citoyen français, finalement, c'est une application assez mineure dans son cas, dans un problème de trafic de drogue ou de production de drogue, d'ecstasy en Indonésie. Donc la peine de mort pour cela, alors que d'autres accusés ont été soit graciés, soit leur peine a été mutée, on a du mal à comprendre. Cette sévérité sur des étrangers pour trafic de drogue. Alors, il n'est pas impossible justement que les Indonésiens veulent montrer justement à l'Occident qu'ils résisteront aux pressions. Mais là, effectivement, les victimes, ce seraient les condamnés, encore une fois, peine de mort pour un rôle mineur qui serait celui de ce citoyen français dans une infraction de production de drogue. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement, effectivement. Alors, vous l'avez dit, nouveau président nationaliste, pour qui toute pression aurait des relents colonialistes. Est-ce qu'il y a cette volonté indonésienne de prouver qu'il est absolument un État souverain ? Je pense que oui. Je pense que c'est un pays, encore une fois, qui a reçu son indépendance au début des années 60 des Pays-Bas, qui, dans sa mentalité nationale, cela reste la relation avec l'Europe, une question de principe. Ouais. Et comme je l'ai dit, il n'est pas impossible que cette position inflexible ait trait, effectivement, à ce passé colonial. Rudy ? Oui, sur les réseaux sociaux, les Français, les conséquences pour l'Indonésie vont être, notamment en termes de tourisme, assez importantes, puisqu'on voit énormément sur les réseaux sociaux des gens qui ne mettront plus un pied en Indonésie. Ouais. Il y a évidemment des îles touristiques comme Bali qui vont sûrement en pâtir aussi. Alors, appel au boycott, pression diplomatique et conséquences diplomatiques dans les relations entre les deux pays, effectivement, si Serge Atlaoui sera exécuté ? Il y aura des conséquences, mais semble-t-il qui ne sont pas suffisamment lourdes pour l'Indonésie pour qu'elle les prenne en compte. Il ne faut pas oublier que les relations entre la France et l'Indonésie ont une certaine importance. Mais qu'est-ce que la France peut-elle faire exactement? Ou alors en coordination avec ses partenaires européens. Mais encore une fois, les principaux partenaires commerciaux de l'Indonésie sont dans l'Asie du Sud-Est, dans l'organisation de l'ASEAN, avec la Chine. Donc oui, on peut, effectivement, il peut y avoir des répercussions, mais qui ne seront pas insupportables pour l'Indonésie. Et cette argumentation de dire que la France s'oppose évidemment à la peine de mort, exige le respect des droits de l'homme, c'est un message sensible aux oreilles indonésiennes, cette question de valeur occidentale? Là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, justement, de dire c'est du néocolonialisme de nous faire la morale. C'est ce que disent les Indonésiens. Ils disent chez nous, il y a la peine de mort. L'Indonésie est un pays musulman. Et lorsque les Européens disent non, la peine de mort, c'est contre les droits de l'homme, et c'est un clash de civilisation. En Indonésie, ils disent chez nous, il y a la peine de mort. Et là, ils parlent de discours néocolonial, pontificateur de l'Occident vis-à-vis des Indonésiens. Il n'existe pas de législation internationale contre la peine de mort pour des ressortissants où cette peine capitale n'existe pas dans leur pays d'origine? Non, il y a des accords de l'ONU, des traités internationaux qui fixent que la peine de mort ne doit être appliquée que dans les cas les plus extrêmes, et c'est ce qu'a dit d'ailleurs le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon.
Dans ce cas précis, il ne s'agit pas d'un cas extrême, trafic de justement. drogue. Exactement. Ça, ce n'est pas un cas extrême. En général, c'est vraiment pour des homicides volontaires, prémédités, dans des cas graves ou des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Par conséquent, dans ce cas précis, effectivement, oui, l'Indonésie se place en deçà des normes internationales en appliquant la peine capitale à une infraction relativement mineure. Pour finir, selon l'entourage de Serge Atlaoui, eh bien l'Indonésie joue avec sa vie. Il parle même de torture mentale. On a vu un zigzag ces derniers jours. Pourquoi? Alors, il est effectivement tombé victime justement de ce jeu dans la mesure où l'Indonésie, on le voit, c'est devenu un problème diplomatique international, dans la mesure où il y a eu certaines peines ont été commuées. Certains appels ont été acceptés pour des infractions plus graves, pas celles de ce citoyen français. Et il semble effectivement qu'il y ait là un jeu de bras de fer diplomatique dont ce citoyen français est le principal victime. Réponse dans les heures qui viennent probablement. Merci Emmanuel Betsabé. Dernier élément à souligner dans cette affaire, c'est une histoire de football. Le PSG s'en mêle. Exactement. Alors qu'est-ce que le PSG vient faire là-dedans? Il entretient des partenariats importants en Indonésie. Et oui, en janvier dernier, par exemple, le club de Paris annonçait un accord de partenariat avec le Garuda Food. C'est en fait l'un des leaders indonésiens de l'agroalimentaire, avec une nouvelle boisson qui s'appelle le Super O2 Sportivo, qui est devenu alors l'eau officielle du PSG en Indonésie. Or, eh bien, cette implantation du PSG en Indonésie n'est pas nouvelle. Et pour cause, Indonésie et l'Asie plus largement, c'est un marché qui possède un extraordinaire potentiel de fans de foot. Et oui, l'Indonésie, c'est 230 millions d'habitants, presque autant de fans de foot. La Ligue 1 y est diffusée et les joueurs du PSG sont très populaires. C'est ce qu'expliquait notamment Jean-Claude Blanc, directeur général délégué donc, du PSG, quand en novembre 2013, le club avait même lancé une version indonésienne de son site Internet. Le PSG est donc devenu ainsi un levier potentiel pour les ONG qui militent contre les peines de mort. Potentiel seulement en février, l'association Ensemble contre la peine de mort a adressé une lettre aux dirigeants du club, donc Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, et Jean-Claude Blanc, leur demandant eh bien, de plaider en faveur d'un assouplissement de la peine de Serge Atlaoui, de relayer leurs revendications, leur soutien et à Atlaoui et aussi aux autres condamnés à mort. Selon le CPM, Ensemble contre la mort, donc, la notoriété effectivement médiatique du PSG en Asie du Sud-Est eh bien, est telle qu'un soutien aurait une portée importante. Alors, il y a eu des relances, mais il n'y a pas eu de réponse. Dans un premier temps, cela montre clairement que l'intérêt marketing supplante notre cause, que le business l'emporte sur les droits de l'homme. C'est donc les réactions de Nicolas Perron, directeur des programmes de CPM. Puis il y a eu hier un nom explicite du PSG dans un communiqué qui a été révélé par le Parisien. Je cite, « À nos yeux, un club de football et ses joueurs doivent s'en tenir aux limites de leur territoire de légitimité et de compétences, fût-ce pour soutenir un ressortissant français ». C'est ce qu'a expliqué le directeur général délégué du club, Jean-Claude Blanc, donc, dans un communiqué. Un nom donc. Merci Betsabé. Le gouvernement français face aux chiffres du chômage, des chiffres qui continuent de grimper. Les résultats du mois de mars ont été publiés hier et le chômage a atteint son plus haut niveau historique. L'inversion de la courbe n'est donc toujours pas d'actualité. Explication en images. C'est un nouveau record. Le nombre de demandeurs d'emploi sans activité a atteint 3,5 millions en France métropolitaine au mois de mars, soit une hausse de 0,4% par rapport au mois précédent. Cette hausse touche particulièrement les jeunes, un constat d'autant plus gênant pour le gouvernement français qu'il a multiplié ces derniers mois des dispositifs à leur attention. Pour minimiser ces mauvais chiffres, le ministre du Travail, François Rebsamen, a affirmé que le début de l'année demeurait une phase d'amélioration de la tendance. Une analyse partagée par cet économiste. Il faut voir que les chiffres au mois le mois peuvent être très volatiles, très variables en fait. Et donc il faut commenter plutôt des tendances que des variations au mois le mois. Et ce qu'on peut penser, c'est qu'en début d'année, on est rentré sur une phase de transition, c'est-à-dire qu'on est sur un palier de stabilisation du chômage. Une transition jugée bien trop lente par de nombreux Français, comme ces 200 manifestants venus défiler ce lundi dans les rues de Paris. Vous avez raison de partir au On a d'un côté des gens qui veulent travailler, d'un autre côté plein de travail utile à faire, et on ne trouve pas le moyen de permettre aux gens qui veulent travailler de faire tout ce travail utile. À côté de ça, on laisse la situation se dégrader. Militants, chômeurs, élus ou encore chefs d'entreprise, ils réclament une loi afin de créer des emplois pour les chômeurs de longue durée.
Lors d'une récente interview télévisée, le président François Hollande a répété qu'il se battrait pour inverser la courbe du chômage. Il ne lui reste plus que 2 ans pour tenir sa promesse. Myriam, comment le gouvernement a réagi à ces nouveaux chiffres ? Alors, de façon classique, le gouvernement et plus spécifiquement le ministre du Travail, François Rebsamen, a cherché d'avoir le verre à moitié plein. Et puis là, c'était vraiment pas évident. Alors du coup, le ministre du Travail, eh bien, il s'embrouille et puis il cherche définitivement des chiffres positifs dans cette baisse. Alors par exemple, il va se féliciter du rythme de progression qui est 4 fois moins élevé que celui de 2014. Le plus lent, dit-il, depuis 2011. Ou alors, il va absolument s'abstenir de commenter l'envolée du nombre de chômeurs longue durée. Mais par contre, il va se féliciter du nombre de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans qui seraient légèrement en baisse de moins d'1%. Alors ça, c'est la vision du ministre du Travail qui cherche désespérément à faire passer la promesse de François Hollande du 9 septembre 2012 de hausse du chômage. Et pourtant, les chiffres, ils sont là. On est à la 30e hausse de chômage consécutive sur 34 mois de François Hollande, ce qui, à l'approche de l'anniversaire du président à l'Élysée, ne risque pas d'être une bonne nouvelle pour François Hollande pour cette 3e année à l'Élysée, effectivement. Et puis en quelques chiffres, le chômage, donc c'est quoi ? Aujourd'hui, c'est 15 400 demandeurs d'emploi supplémentaires pour la fin mars. C'est plus de 3,5 millions d'inscrits et c'est un plafond historique. C'est énorme. Est-ce qu'on comprend pourquoi le chômage continue de grimper comme ça? Alors oui, on le comprend très bien, d'abord parce qu'il y a des réformes structurelles qui doivent être engagées et qui ne le sont toujours pas. Et puis à part ça, s'il n'y a pas de recette miracle ni de remède sans douleur pour faire disparaître le chômage d'un coup de baguette magique, eh bien il y a toutefois des chiffres clés, des indices, des facteurs auxquels on peut se fier. On sait ainsi notamment qu'il n'y aura pas de baisse de chômage significative si on n'atteint pas une croissance de 1,5%. On sait que pour faire revenir la croissance, il faut davantage donner de confiance aux investisseurs et une hausse de la bourse qui est à son plus haut depuis 8 ans. Ça ne suffit pas, c'est les carnets de commandes qui doivent se remplir et que pour aider à cette confiance, il faut essentiellement réformer le marché du travail. Alors est-ce qu'on peut reprocher à l'exécutif pas assez de réformes engagées? Sans aucun doute, François Hollande promet beaucoup, mais pour le moment, son gouvernement peine à faire autre chose que des restrictions budgétaires mineures. Alors oui, Manuel Valls, comme par hasard, à 48 heures de l'annonce de ces chiffres, a annoncé de nouvelles restrictions de budget dans le fonctionnement des ministères, mais dans ce qu'on attend vraiment, dans les négociations des nouveaux contrats de travail, dans les négociations de salaire, eh bien là, il n'y a toujours pas suffisamment de changements. Pour finir, dans le reste de l'Europe, les chiffres? Eh bien dans le reste de l'Europe, malheureusement pour la France, eh bien ça avance et ça avance même très vite. Aujourd'hui, le seul grand pays de la zone euro où le chômage augmente, eh bien c'est la France. Et les autres pays, les réformes, elles en sont, juste pour les citer. L'Italie, baisse des allocations chômage. Espagne, négociations salariales. Portugal, durée du travail rallongée. Merci Myriam pour ces explications. À suivre, l'origine du kéfier, ce turban devenu symbole de la cause palestinienne, a retrouvé une deuxième jeunesse. Il se décline désormais dans toutes les couleurs et est même devenu un accessoire à la mode à travers le monde. Les images et les explications juste après un nouveau journal, un journal qui vous est présenté ce matin par Elsa Mimoun. Ce sera dans 2 petites minutes. Ne bougez pas. Retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. À New York, s'est ouvert hier la conférence de non-prolifération nucléaire et au centre des attentions, évidemment, l'Iran et son ministre des Affaires étrangères qui s'en est pris dans son discours d'ouverture directement à Israël au nom de l'ensemble des pays non alignés. Mohammad Javad Zarif a exigé qu'Israël renonce à posséder des armes nucléaires et rejoigne immédiatement le traité de non-prolifération. Écoutez-le. Il y a de grandes inquiétudes chez les pays non alignés concernant les capacités nucléaires d'Israël, qui sont une menace sérieuse et persistante pour ses voisins et d'autres pays. Les pays non alignés condamnent Israël, qui continue à développer et à stocker les armes nucléaires. Ils appellent aussi à une interdiction totale des transferts de connaissances ou de matériel à Israël, ainsi que de quelconques ressources technologiques ou scientifiques. Emmanuel Avon, c'est une demande qui se comprend? Psychologiquement, c'est très habile de sa part. C'est-à-dire que l'Iran est sur le banc des accusés et tout d'un coup essaie de changer l'attention en pointant Israël du doigt après que l'Iran ait signé cet accord ou soit en train de signer cet accord, de conclure cet accord avec les grandes puissances, essayer de justement mettre la pression sur Israël en essayant de nous faire oublier que la véritable menace, c'est l'Iran, pour essayer de transformer complètement la perception du conflit
par les grandes puissances. C'est quelque chose d'habile de sa part, bien entendu, qui fait oublier que l'Iran est le principal sponsor de terrorisme dans la région, du Hezbollah, du Hamas, etc., qu'il essaie de contrôler toutes les capitales arabes. Donc effectivement, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles, mais apparemment cela marche. Bon, mais revenons au cas israélien. Israël qui n'a jamais reconnu officiellement, évidemment, avoir la bombe atomique. Les experts le créditent de 200 ogives nucléaires. Pourquoi tant de mystère ? C'est la politique d'ambiguïté qui a toujours été adoptée par Israël. Je vous rappelle que ce programme nucléaire, c'est le fruit d'une coopération avec la France dans les années 50. C'est un projet franco-israélien, le nucléaire à la fois français mais également israélien. À l'époque, les États-Unis s'étaient fortement opposés à ce qu'Israël ait l'arme nucléaire. Et je dirais qu'Israël est l'un des exemples typiques de l'échec de la communauté internationale, en particulier des États-Unis, d'empêcher la nucléarisation d'un pays. Parce qu'Israël s'est armé de l'arme nucléaire sous le nez des États-Unis et que les États-Unis ont toujours échoué à empêcher la nucléarisation des pays par les voies diplomatiques. Et Israël est un des exemples. Et en marge, pour finir, de cette conférence, un tête-à-tête extrêmement attendu. Zarif Keri, qui devrait censé finaliser l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. Il n'y aura plus de marche arrière fin juin. Cet accord sera bel et bien signé ? On ne peut pas le savoir à 100%, mais il est très improbable que les États-Unis acceptent de faire marche arrière parce qu'ils feront tout pour garder la face. On voit très difficilement l'administration Obama aujourd'hui faire admettre un échec dans ce... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis vont faire de plus en plus de concessions justement parce qu'ils ne veulent pas admettre un échec dans ces négociations. Et l'Iran aujourd'hui, qui devrait être en position de faiblesse, parce que c'est l'Iran qui veut la suspension des sanctions, se retrouve en position de force psychologiquement. Et cela nous ramène à ce jeu psychologique de Zarif à l'ONU en essayant de changer complètement la dynamique psychologique et en présentant l'Iran comme une victime presque de l'arme nucléaire israélienne. À noter que les 190 pays signataires de ce traité de non-prolifération entré en vigueur en 1970 vont tenter pendant un mois de relancer le désarmement nucléaire un peu partout dans le monde. Cette initiative surprenante, à présent, elle s'appelle Latifa Ibn Ziaten. C'est la mère du premier soldat abattu par Mohamed Merah il y a 3 ans et elle est en ce moment en Israël pour faire découvrir le Proche-Orient à des collégiens et des lycéens d'origine diverses. Depuis qu'elle a perdu son fils, Imad, en mars 2012, elle sillonne sans relâche les établissements scolaires pour détourner les jeunes de l'extrémisme. Regardez. Tel Aviv, terminus d'un voyage d'1 semaine en Israël. Objectif pour ces jeunes âgés de 9 à 19 ans, promouvoir un esprit de paix et de fraternité entre les peuples. Après 1 semaine à travers le pays, ils sont un peu fatigués mais heureux d'avoir découvert une culture de leurs propres yeux. C'est l'heure de dire au revoir aux guides et de faire le bilan. Tous reconnaissent qu'ils ont découvert une autre réalité. Au moment où je suis partie annoncer à mon entourage que je comptais participer au voyage pour aller en Israël, que j'avais accepté, ils ont été très étonnés. Ils m'ont dit tout de suite dit tu n'as pas peur de mourir, tu n'as pas peur des guerres, de toutes ces confrontations. Et moi je leur ai dit justement je vais y aller, je vais moi-même aller voir là-bas, me faire ma propre opinion. Et puis en arrivant là, c'est une toute autre image que j'ai pu voir. Donc je compte aller là-bas et leur montrer moi ce que j'ai pu voir. En France, ils étudient au lycée Arthur Rimbaud de Garges-les-Gonesse et au collège Jean Lursa de Sarcelles, bien loin de Ramallah et de Jérusalem. De ville en ville, les rencontres ont été nombreuses et l'enseignement est riche. Ils ont le sentiment que la coexistence est possible. On est sorti d'une église et après, dès qu'on est sorti, on a entendu le muezzin qui faisait l'appel à la prière et juste à côté, il y avait une synagogue. Les 3 juste dans le même quartier. Et ça, qu'est-ce que ça t'évoque ? Ça prouve que même si on n'est pas de la même religion, on peut vivre ensemble. Les 15 adolescents du Val d'Oise ont été choisis pour être des ambassadeurs. Certains n'avaient jamais pris l'avion. Ils ont découvert le musée de Yad Vashem, visité la mosquée Al-Aqsa et l'église du Saint-Sépulcre. Un des moments forts du voyage, un dîner de Shabbat avec une famille juive. Un grand moment de partage et de convivialité, une grande première pour la plupart des adolescents. Ça va rester gravé. On a passé vraiment avec une famille, on était 30, elle a déménagé toute sa maison pour nous accueillir avec le grand cœur. Il y avait sa maman, son papa, sa femme qui est enceinte, qui a tout préparé. Et ça nous a vraiment, vraiment touchés. C'est pour ça que
on peut y aller vers l'autre. Pour Latifa, le pari semble réussi. À leur retour de leur voyage en Israël, les 17 adolescents ramèneront des souvenirs mais aussi un message, celui du vivre ensemble. L'association IMAD espère maintenant que ces jeunes contribueront à lutter contre les préjugés en France. Et cette femme remarquable était hier l'invitée de Jean-Charles Banoul dans le Grand Direct. Je vous propose de l'écouter. Grand honneur d'être en Israël et c'est un bonheur de ramener ces 17 élèves. Pourquoi j'ai choisi ce projet? Parce que j'étais moi dans l'établissement scolaire et à chaque fois j'ai des demandes sur la Palestine, sur la souffrance, la différence. Et je dis il faut que je vienne voir et pour faire un projet. C'était important pour moi. Je suis arrivée le mois de 2014, mois de juin. J'ai eu des contacts, j'ai visité, j'étais chez les familles. Vraiment, les gens y vivent ensemble. Il y a le conflit, certes, mais les gens y vivent ensemble. Et après, j'ai travaillé dans les deux établissements scolaires avec les élèves et je voulais qu'ils soient des ambassadeurs et ambassadresses de paix pour qu'ils peuvent... C'est que j'ai vu qu'ici, le mois de juin 2014, je voudrais qu'ils vivent eux aussi, voir l'échange avec les Palestiniens, l'échange avec les Israéliens, les deux peuples qui vivent ensemble, les trois religions côte à côte, qu'on n'est pas différents de l'un à l'autre. Il suffit juste d'aller vers l'autre et de le connaître. Et c'est ça qu'on a fait avec ces jeunes. On a été chez les familles, par exemple, qu'on a fait le Shabbat. C'était une soirée. Alors on a vu d'ailleurs des photos que vous avez publiées sur votre compte Facebook, ce qui était d'ailleurs assez étonnant de voir tous ces enfants. Et ça, c'est un souvenir d'ailleurs très fort, on l'a vu dans le sujet tout à l'heure, qui vous est resté à tous. Rose, qu'est-ce que ça vous a appris justement de passer cette fête du Shabbat avec une famille israélienne? Ça m'a vraiment enrichi et ça m'a appris encore de nouvelles valeurs, qu'il est possible de passer un moment, même toute une soirée, tous ensemble, unis. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment étonnée, c'est que moi je suis de confession chrétienne. Et il y a Madame Ben Zatem qui est de confession musulmane. Et ce sont des juifs qui nous ont accueillis chez eux afin de fêter le Shabbat. Et je me suis rendu compte qu'on était tous réunis sur une seule table. Et je n'ai vu aucune différence. J'avais l'impression qu'on était tous pareils. Donc c'était vraiment pour moi un très bon moment, inoubliable. Alors Dror, un mot d'abord du choix de cette femme. Elle réagit à la tragédie qui la touche par cet engagement pour l'apaisement, pour le vivre ensemble. Oui, et encore davantage peut-être que l'assassinat de son fils, Imad, dont l'association porte son nom, l'association que Mme Ibn Zaten a créée, encore plus que l'assassinat de son fils par Mohamed Merah. C'est une expérience peut-être tout autant traumatisante que cette femme a vécu quelques mois plus tard lorsqu'elle s'est rendue dans la cité de Toulouse où Mohamed Merah avait grandi. Et là, elle assiste à cette scène surréaliste où elle entend des jeunes de la cité glorifier Mohamed Merah, le qualifier de martyr de l'islam, de héros. Elle rentre dans un dialogue avec ces jeunes. Évidemment, elle dit qui elle est. Elle dit que son propre fils a été assassiné par Merah. Et là, bien évidemment, les jeunes s'excusent, etc. Mais c'est cet événement qui a fait prendre conscience à Madame Ibn Zaten de l'ampleur du problème, tout simplement. Et c'est cet événement qui l'a incité à créer cette association. Voilà, à créer cette association, commencer son combat avec deux valeurs finalement parallèles qui la motivent. Le dialogue entre les communautés, entre les religions, mais également aller vers ces jeunes en difficulté. Ça va de pair finalement. Aller vers ces jeunes en difficulté, prendre conscience de la détresse sociale et du fait que la détresse sociale peut amener parfois au fanatisme religieux et au terrorisme, et puis effectivement promouvoir le dialogue entre les communautés et entre les religions. C'est les deux. Je pense qu'au départ, en fait, le principal objectif de l'association que Mme Ibn Zaten a fondée, c'est de donner une réponse à des jeunes en perte de repères, à des jeunes en difficulté sociale et donc en perte de repères moraux en quelque sorte. Et le dialogue interreligieux est venu après comme une conséquence logique du premier objectif que s'était donné l'association. Alors pour finir, dans cette perspective, quel est le sens de cette visite en Israël et dans les territoires palestiniens? Il y a quand même quelque chose d'assez paradoxal. C'est que des jeunes viennent de France pour apprendre, on a parlé dans le sujet, l'expression vivre ensemble est revenue à plusieurs reprises, pour apprendre le vivre ensemble dans un pays dont on dit qu'il est en guerre quand même. Apprendre le vivre ensemble entre juifs et arabes,
chrétiens, musulmans, entre les différentes communautés en France, la prendre ici en Israël, alors qu'on connaît la situation de conflit qui oppose Israéliens et Palestiniens. Il y a là un paradoxe assez incroyable. Merci beaucoup, Dror. On parle également ce matin de l'origine du kéfier. Cyril, c'est un objet de mode, devenu au fil des ans un objet de mode, mais surtout le symbole d'une cause. Le kéfier palestinien, en tout cas, fait de la résistance, même face aux Chinois. Face aux Chinois, la concurrence chinoise d'ailleurs a failli avoir sa peau il y a quelques années, il y a une dizaine d'années plus précisément. Mais aujourd'hui, Barbara, le kéfier palestinien a retrouvé une nouvelle jeunesse. On le retrouve dans différents coloris. On l'a vu dans les années 2000, dans les défilés des grands créateurs de mode parisiens. Bref, si vous êtes arrivé de flâner, évidemment, dans les ruelles du Souk à Jérusalem, vous n'avez pas pu rater la célèbre écharpe noire et blanche. Alors cette humanitaire uruguayenne qui habite à Jérusalem pour quelques mois le porte fièrement et elle nous explique pourquoi. Ça a peut-être du style pour certaines personnes, mais je ne le porte pas pour le style. Pour moi, c'est un acte de solidarité. Voilà, solidarité, emblème de la cause palestinienne finalement. Et oui, emblème de la cause palestinienne à cause d'un homme, Yasser Arafat, qui dans les années 60 va populariser ce foulard traditionnel. Il ne le quitte jamais à la tribune de l'ONU, sur la pelouse de la Maison Blanche avec Yitzhak Rabin, sur tous les clichés emblématiques du conflit israélo-palestinien. On dit même qu'il nouait son kéfier de manière à former la carte de la grande Palestine mandataire. Ça y ressemble, voilà, vrai. Ça y ressemble. Ouais. Il offrait même à tous ses hôtes de marque à Ramallah un kéfier en signe de gratitude. Et ce qu'il faut savoir aussi, Barbara, c'est que chez les Palestiniens, eh bien, en fonction de la faction à laquelle vous appartenez, vous portez un kéfier différent. Si vous êtes du Fatah, vous allez porter un kéfier noir et blanc, comme Yasser Arafat. Si vous êtes du Hamas, vous allez porter un kéfier vert et blanc, évidemment. Et si vous êtes du FPLP, c'est pas la Croix-Rouge, c'est le Front pour la libération de la Palestine, Front populaire pour la libération de la Palestine, vous allez porter un kéfier rouge et blanc. Alors, où sont fabriqués ces fameux kéfiers palestiniens? Alors, jusqu'en 61, ils étaient importés de Syrie et de Jordanie, mais cette année-là, il y a un Palestinien originaire de Hebron, Yasser Khirbaoui, qui décide de lancer sa propre production avec 2 employés seulement, qui sur 2 métiers à tisser, eh bien, vont commencer à fabriquer ces foulards blancs striés de noir. Aujourd'hui, ses fils, les fils du propriétaire, sont à la tête d'une entreprise de 15 employés, 15 personnes qui exportent des kéfiers, donc fièrement estampillés, made in Palestine. Alors, il faut savoir que l'atelier revient de loin parce qu'il a effectivement résisté au conflit, aux intifadas, etc. Mais il a failli baisser le rideau, vous l'avez dit, face à la concurrence chinoise et indienne qui ont inondé littéralement le marché de contrefaçon avec des kéfiers 2 fois moins chers, mais 2 fois évidemment de moins bonne qualité, comme nous explique le propriétaire de l'usine. On a dû fermer l'usine pendant 5 ans. Ensuite, on a décidé d'améliorer la qualité de nos produits pour être compétitif sur la qualité plutôt que sur les prix. Parce qu'en ce qui concerne les prix, on ne peut pas faire mieux que la concurrence. Voilà. Il résiste. Alors il faut compter, évidemment, si vous êtes intéressé, 6 ou 7 euros pour un kéfier chinois et entre 15 et 20 euros pour un kéfier palestinien de meilleure qualité, donc made in Palestine, qualité, mais également déclinaison de couleurs. Vous en trouverez en camaïeu de rose, vert, marron. Et pour vous, Barbara, j'ai choisi parce que je savais pas si ça allait faire plaisir à Emmanuel Navon ou à Dror Erven Sapir. Donc je vous offre un kéfier cyan, bleu cyan, c'est pour vous. C'est très joli. Voilà. C'est un kéfier sioniste, il est bleu. Voilà, c'est un kéfier aux couleurs d'Israël. Voilà, comprenne qui pourra. Merci beaucoup, Cyril. Ça me touche énormément. À suivre, Israël et le Hamas mènent des discussions secrètes depuis plusieurs semaines. C'est une source palestinienne qui l'affirme. Objectif, installer une trêve de 10 ans en échange de la levée du blocus sur la bande de Gaza. Le détail après un nouveau journal complet qui vous est présenté ce matin par Elsa Mimoun. Ce sera dans 2 petites minutes. Allez vous faire un café, revenez juste après. Restez avec nous. Sur cette information publiée hier, Israël et le Hamas mèneraient des discussions secrètes depuis plusieurs semaines. C'est une source palestinienne qui l'affirme. Objectif, installer une trêve de 10 ans entre les 2 parties en échange de la levée du blocus sur la bande de Gaza. Explication en images. C'était jeudi soir dernier. Le tir d'une roquette palestinienne contre Israël est venu rappeler le fragile cessez-le-feu en vigueur dans la bande de Gaza. Et pourtant, près de 10 mois après la fin de l'opération Bordure Protectrice, en dépit des efforts fournis par le Hamas pour se réarmer, la situation serait loin
très loin même de l'escalade. Car en coulisses, voilà des mois qu'Israël et le mouvement islamiste palestinien négocieraient dans le plus grand secret des tractations indirectes menées sous les auspices de pays européens, mais aussi le Qatar, qui fut longtemps l'un des principaux sponsors du Hamas à Gaza. Les deux parties s'entendraient sur une trêve de 10 ans. L'offre aurait été formulée par le Hamas au début de l'année, soit 3 mois avant les élections législatives anticipées en Israël. Nous attendons la formation du gouvernement israélien afin de promouvoir sérieusement les choses. Des diplomates européens et des membres de la société civile continuent de se rendre dans la bande de Gaza afin de présenter les propositions israéliennes et de transmettre les réactions du Hamas. En substance, voilà ce que conditionnerait un arrêt prolongé des hostilités entre Israël et le Hamas. Le développement d'infrastructures pour alimenter en eau et en électricité la bande de Gaza. La construction d'un port qui conduirait à une levée du blocus maritime de l'enclave palestinienne. Enfin, la reconstruction du territoire, ravagé par 50 jours de guerre l'été dernier. Un processus longtemps retardé par les promesses de dons en partie non tenues par la communauté internationale. Mais aujourd'hui, la donne a sensiblement changé sur le terrain. Depuis le début de l'année, près de 33 000 camions délivraient des marchandises à Gaza via le point de passage de Kerem Shalom. 990 000 tonnes d'équipements et de ciment, affirment les autorités israéliennes, qui par ailleurs ont accordé 40 000 permis d'entrée à des habitants de Gaza désireux de se rendre à Jérusalem ou en Cisjordanie. Cet accord global inclurait enfin la remise des dépouilles de 2 militaires israéliens tombés entre les mains du Hamas l'été dernier. En échange, l'État hébreu s'engagerait à relâcher d'anciens prisonniers palestiniens de l'accord Shalit. La plupart avaient de nouveau été arrêtés par l'armée pour s'être livrés à des activités terroristes. Dror, quel crédit accorder à ces informations ? Ça fait plusieurs semaines, effectivement, qu'on évoque en coulisses des négociations secrètes entre Israël et le Hamas, parce que tout n'est pas réglé autour de la bande de Gaza, puisque un cessez-le-feu s'est instauré de facto, mais sans aucun accord sur une trêve en bonne et due forme. Mais là, il s'agit de négocier véritablement les conditions d'une trêve, et d'une trêve peut-être même sur le long, voire le très long terme. On parle de 5 ans dans un premier temps, de 10, voire davantage peut-être dans une seconde phase, parce que tout cela pourrait se passer en plusieurs phases, et Maxime dans son sujet nous l'a expliqué. Une première phase avec un échange, Israël qui libérerait des prisonniers qui avaient été libérés déjà dans un premier temps en cas de la transaction Shalit et qui avaient été ensuite refaits prisonniers par Israël suite à des implications dans des activités terroristes, en échange de quoi le Hamas restituerait les dépouilles de soldats tués au cours de l'opération Bordure Protectrice l'été dernier dans la bande de Gaza. Alors, on comprend bien dans le sujet également, ça pourrait être paradoxal, mais il existe des intérêts convergents finalement entre Israël et le Hamas. Oui, ça peut tout à fait surprendre, mais l'intérêt du Hamas, il est clair. Le Hamas s'est privé en quelque sorte de tous ses alliés traditionnels dans la région. On sait qu'il entretient de très très mauvaises relations avec l'Égypte. Il n'entretient plus vraiment de bonnes relations avec l'axe irano-syrien du fait de la guerre civile en Syrie, du fait que le Hamas avait pris fait et cause par convergence confessionnelle avec les rebelles qui sont en grande majorité sunnites en Syrie, tout comme le Hamas. Et par conséquent, pour Israël, l'intérêt, il est également clair, c'est de briser toute tentative de rapprochement entre le Hamas et l'Iran, puisqu'il y a à l'intérieur du Hamas des courants qui veulent renouer avec l'Iran, et on sait que l'Iran a tout à fait intérêt à jouer les troubles faits dans cette partie de la région. Or, pour Israël, l'intérêt, le grand ennemi finalement régional d'Israël aujourd'hui, davantage que les différents pays ou courants ou organisations sunnites, c'est l'Iran et ses alliés dans la région, et faire en sorte que le Hamas ne tombe pas dans l'escarpelle de l'Iran. Ça, c'est un intérêt primordial d'Israël. En revanche, un dernier point, cet accord ne ferait pas les affaires du président palestinien Mahmoud Abbas, de l'autorité palestinienne et de son parti, le Fatah. Mahmoud Abbas et le Fatah qui sont furieux. Il n'y a pas d'autre terme pour décrire l'état d'esprit qui les caractérise depuis qu'ils ont eu vent de ces négociations secrètes entre Israël et le Hamas. Et ils sentent bien, que le Hamas ne cesse de gagner en popularité, y compris et surtout peut-être en Cisjordanie. Il y a eu récemment, Barbara, des élections dans l'université étudiante à l'université de Bir Zayed, qui a été considéré comme l'un des bastions du Fatah. Eh bien, le Hamas a remporté ces élections, et ça, c'est un très très mauvais signe pour le Fatah et pour Mahmoud Abbas.
Merci Dror. Au lendemain de la frappe israélienne contre des terroristes à la frontière syrienne, eh bien on en sait désormais un petit peu plus sur ce qui s'est joué. 4 terroristes ont été éliminés alors qu'ils tentaient de placer un explosif sur la clôture de sécurité. 2 d'entre eux avaient la nationalité israélienne. Les explications de Mathias Inbar. Majal Shams. Dans ce village druze situé à la frontière israélo-syrienne, la plupart des habitants se recueillent dans cette tente d'endeuillés. En fond, un drapeau couleur de la Syrie. Il faut dire que 2 des 4 druzes tués par l'aviation israélienne, alors qu'ils tentaient de déposer un engin explosif sur la barrière de sécurité, sont originaires de ce village. Leur père, Walid Mahmoud, un ancien détenu sécuritaire, avait fui Israël dans les années 80 pour la Syrie. Et ici, on ne mâche pas ses mots pour accuser Israël. Israël endosse la responsabilité de ses actes. Le pays peut dire ce qu'il veut, dire que ses 2 enfants ont tenté de poser une bombe, mais c'est Israël qui soutient les rebelles terroristes. Un point de vue particulier, l'un des seuls à s'exprimer de manière aussi tranchée devant notre caméra. Pour ce membre de l'opposition contre Bachar al-Assad, cette tentative d'attentat pourrait avoir des conséquences sécuritaires sur la région. En fait, nous sommes sur la ligne de front de la guerre syrienne. Ça peut avoir de très graves conséquences sur notre vie. Il suffit de sortir de Majal al-Shams pour comprendre que la tension est encore palpable 24 heures après les faits. On ne pourra pas aller plus loin, l'armée israélienne nous bloque, car derrière cette colline, à 500 mètres, le village druze syrien de Khader, d'où provenaient les terroristes envoyés, selon Israël, par le Hezbollah. Et du côté du renseignement israélien, ce n'est qu'une question de temps avant que la mouvance chiite tente à nouveau de frapper Israël à sa frontière. Mathias, on va en parler dans un instant de cette situation. Cyril, ce matin, la presse israélienne et libanaise reviennent largement sur cet attentat, tentative d'attentat. Une presse libanaise et israélienne plus indiscrète aujourd'hui, donc on en sait un peu plus sur les 4 terroristes éliminés dimanche soir par l'armée israélienne alors qu'ils étaient en train, vous l'avez dit, de placer des explosifs à la frontière syrienne. Et c'est le quotidien Al-Akhbar, le quotidien libanais proche du Hezbollah, qui publie ce matin leurs photos en médaillon. Abdallah Badarieh, Youssouf Jabbar Khassoun et 2 frères, Thahir et Nazir Mahmoud, et c'est précisément l'identité de ces derniers qui inquiète Israël, selon le journal, car les 2 frères sont d'anciens druzes israéliens originaires du village de Majd al-Shams. Nés en Israël, ils ont fui en Syrie avant de devenir des terroristes. Voilà ce que titre ce matin le tabloïd israélien Yediot Ahronot. Saher et Nazir Mahmoud sont les 2 fils de Mustafa Mahmoud, bien connu des services de sécurité israéliens, et pour cause, il avait fait un long séjour prolongé dans les geôles israéliennes. Et puis sur cette image du journal, on aperçoit les villageois de Majd al-Shams venus présenter leurs condoléances à la famille avec un drapeau syrien, vous le voyez, fièrement arboré dans la maison de la famille des défunts. Tout un symbole du dilemme des Druzes du Golan, tiraillés entre leur sympathie pour le régime de Bachar al-Assad et leur fidélité à l'État d'Israël. Une fidélité et une fraternité célébrées hier par le président israélien Reuven Rivlin. Sur cette image du Israël Hayom, on l'aperçoit aux côtés d'un haut dignitaire druze sur le tombeau de Jétro en Galilée. C'était en l'honneur de la fête druze de Nabi Shouaib. Et puis le Maariv israélien fait porter ce matin la responsabilité de cette tentative d'attentat à un ancien prisonnier libanais. Et oui, en citant ce matin des sources bien informées dans les milieux du renseignement, le journal de centre-droite estime que le cerveau de l'attentat, ce pourrait être lui. Il s'appelle Samir Kuntar, c'est un terroriste libanais d'origine druze. Il avait été condamné pour meurtre en 1980 en Israël, puis relâché en juillet 2008. C'était dans le cadre d'un échange de prisonniers avec la milice chiite libanaise du Hezbollah. Et puis c'est lui donc qui serait à la tête de l'organisation paramilitaire qui œuvre contre Israël à la frontière syrienne. Alors, doit-on s'attendre à une nouvelle flambée de violence dans le nord? Eh bien, pour l'expert militaire du Haaretz, Amos Harel, c'est Hassan Nasrallah qui aura le dernier mot. Si le secrétaire général du Hezbollah accusait publiquement Israël, estime Amos Harel, eh bien, ce serait le signe qu'il a bien l'intention de se venger contre Israël. Mes objections, écrit l'ancien chef de la marine israélienne, Eliezer Marom, dans les colonnes du Maariv, le risque d'une nouvelle confrontation entre Israël et la milice chiite est faible, car l'Iran est trop enlisé militairement au Yémen, en Irak, mais également en Syrie et au Liban, pour ouvrir un nouveau front face à Israël. Voilà pourquoi le risque israélien est calculé. Israël, conclut le général de réserve, devrait poursuivre ses opérations dans la profondeur du territoire syrien pour empêcher tout transfert d'armes sophistiquées au Hezbollah.
Merci Cyril. Mathias, on tente de décrypter cette situation avec vous. D'abord, à quel type de réponse doit-on s'attendre de la part du Hezbollah? Bien Cyril, attendez, le dernier mot vraiment viendra de Hassan Nasrallah, qui viendra lui-même de Qassem Soleimani, le chef des Pasdaran. Ce sont l'unité d'élite Al-Quds du régime iranien. Effectivement, le Hezbollah tentera vraisemblablement à nouveau dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochains jours, de tenter de frapper à sa frontière Israël. Et quand je dis frapper à sa frontière, non pas du côté du Liban, mais vraiment du côté syrien, parce que c'est une région topographique faite de montagnes et de vallées, de monts, où il est très difficile pour Israël de regarder, de scruter cette frontière. Alors effectivement, si Israël a réagi de manière très rapide sur cette tentative d'attentat, le Hezbollah tentera par tous les moyens de profiter de ces points de faiblesse topographique à la frontière. Je voudrais vous montrer, alors à l'instant Cyril, vous montrer effectivement, vous parler de cette responsabilité de Samir Kountar. Je voudrais vous montrer des images que nous avons réussi à choper et à capter avec Maxime Pérez. On est allé dans les profondeurs vraiment d'internet et des sites et des blogs en arabe pour trouver ces images. On voit Samir Kountar qui est sur ces images. Il est aujourd'hui Samir Kountar depuis la mort plutôt floue de Djihad Mournier, pardon, le fils d'Imad Mournier, le chef d'état-major du Hezbollah. Et on le voit ici à Khaled, 500 mètres de la frontière israélienne, d'où provenaient les terroristes qui ont déposé cet engin explosif, donné, et vous le voyez en bas à droite, une enveloppe à l'intérieur de laquelle il y a de l'argent. Il est en train de payer les milices druzes pour aller frapper Israël. Alors il faut peut-être rappeler en quelques mots qui est Samir Kountar et pourquoi ce nom résonne de façon extrêmement dramatique aux oreilles des Israéliens. Écoutez, il est décrit en Israël comme un barbare parce qu'il a tué de ses mains, pardonnez-moi les détails, un enfant, si je ne me trompe pas, âgé de moins de 10 ans, c'est ça Cyril, où il l'avait carrément, littéralement abattu de ses mains. Il avait fait de la prison, il devait purger une prison à perpétuité. Il a été libéré dans le cadre de l'échange de prisonniers avec Eldad Regev et Ehud Goldwasser en 2009, exactement, lorsqu'il y a eu un échange. Et on le sait, il a été libéré vivant depuis. Il a pris du galon, il a repris du galon, tout simplement. Il a repris ses activités terroristes. Exact. Et pourquoi il a repris ses activités et pourquoi il a repris du galon? Tout simplement parce que Imad Mournier est mort, une opération d'élimination imputée par le Hezbollah à Israël. Djihad Mournier, le fils d'Imad Mournier, était sur la région entre la Syrie et Israël. Lui-même aurait été abattu selon le Hezbollah par Israël. Et c'est donc Samir Kountar qui aujourd'hui véritablement officier en tant que chef d'état-major des forces armées du Hezbollah. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle aux habitants de Majda al-Shams, il y a une véritable loi du silence à l'intérieur, et pourtant certaines langues se délient. Et bien évidemment, on connaît le fantasme des puissants arabes de dire Samir Kountar était présent à nos frontières. Hier, c'était difficile à croire, et pourtant, lorsqu'on voit ces images qui ne trompent pas, Samir Kountar est en personne venu à 500 mètres d'Israël, payer des milices druzes. C'est tout le dilemme d'Israël dans ses accords de libération de terroristes. Voilà, la crainte qu'ils ne reprennent leurs activités terroristes. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'Israël réemprisonne Samir Kountar? Il faudrait pour cela opérer à l'intérieur de la Syrie ou du Liban, ce qui n'est absolument pas prévu par Israël. Quand je parle d'opérer de manière terrestre, il est pas possible aujourd'hui d'imaginer que des forces spéciales, des unités spéciales israéliennes pénètrent en territoire israélien pour arrêter vivant Samir Kountar. La seule possibilité, si tant est qu'on est vraiment dans la supputation, ça serait que Samir Kountar fasse comme Djihad Mournier l'avait fait, c'est-à-dire prennent en main des convois de missiles en direction d'Israël, en direction depuis la Syrie vers le Hezbollah, et qu'il y ait éventuellement une action aérienne de la part d'Israël. On voit sur ces images, c'était des Scuds de nouvelle génération. Ceci dit, le fait que son nom ait été médiatisé aujourd'hui dans les médias israéliens, précisément, ça va certainement le forcer à vivre très certainement dans la clandestinité et à se cacher beaucoup plus qu'il ne l'aurait fait si son nom n'avait pas été révélé. Et pas comme il l'avait, d'ailleurs, comme il le fait. C'est une bonne remarque que fait Cyril, parce que on ne peut pas imaginer Samir Kountar se promener à 500 mètres sans qu'il se sache traqué.
Pour finir, Mathias, un dernier mot de ce village où vous étiez, Majd el-Shams, c'est un bastion syrien à l'intérieur d'Israël? Écoutez, depuis 1967, très rapidement, après la guerre des 6 jours, le village syrien de Majd el-Shams, tout simplement, est devenu un territoire qui se s'est annexé par Israël, et pourtant, eux se sentent carrément syriens. Merci beaucoup à tous les trois. À suivre, on parle de tout à fait autre chose. Assumer ses défauts et plus que jamais à l'ordre du jour, plusieurs campagnes qui promeuvent les vergetures et les rondeurs. On se retrouve après un nouveau journal avec Elsa Mimoun. Sur le plateau du Morning, on va parler cinéma dans un instant. On va également parler course à pied, Rudy. Et avec vous, Betsabé, on va parler de vergeture et de rondeur. Oui. Voilà le programme. Ce sera bien plus appétissant que ce que vous pensez. Mais pour le moment, on continue de balayer l'actu de ce mardi. Voici ce qu'il faut retenir en bref et en images. C'est signé Johan Giametta. Plus de 2 millions d'euros, c'est la somme que Jean-Marie Le Pen posséderait à l'étranger selon les révélations du site d'information Mediapart. Une somme essentiellement composée de lingots et de pièces d'or. Le président d'honneur du Front National aurait caché ce montant dans un compte en Suisse avant de le transférer aux Bahamas en mai 2014. Un montage financier assuré par Gérald Gérin, son assistant personnel et ancien candidat aux législatives de 2007. Découverte macabre à Damasak au nord-est du Nigeria. Une centaine de cadavres ont été retrouvés jeudi dans cette ville assiégée pendant plus de 3 mois par le groupe islamiste Boko Haram. Une information dévoilée aujourd'hui par les habitants de Damasak. Le 9 mars 2015, des soldats tchadiens et nigériens avaient réussi à chasser les terroristes de la ville. Depuis, des charniers sont régulièrement découverts. Le bilan final pourrait s'élever à plus de 400 morts, toujours selon les responsables locaux. Il avait tué 12 personnes lors de l'avant-première du film Batman à Aurora aux États-Unis. Le procès de James Holmes s'est ouvert lundi et devrait durer 4 mois. Sa défense plaide non coupable en raison de sérieux troubles psychologiques. Le 20 juillet 2012, James Holmes avait ouvert le feu dans une salle de cinéma du Colorado, déguisé en Joker, l'un des personnages maléfiques des bandes dessinées Batman. L'auteur de la tuerie risque la peine de mort. Allez, on parle de cinéma, je vous le disais, avec ce documentaire qui fait polémique. C'est un documentaire sur la vie d'Amy Winehouse. Laetitia, sa famille n'apprécie pas du tout. Voilà, non, pas du tout. C'est un documentaire qui est réalisé par Asif Kapadia, qui retrace le parcours de la chanteuse depuis ses débuts jusqu'à sa mort en 2011, suite à un alcoolisme un peu trop important. Eh bien, un trailer est disponible, les premières images donc, on entend la chanteuse assez jeune parler, en train de répondre visiblement aux questions d'un journaliste. Là elle dit que chanter a toujours été très important pour elle, mais qu'elle n'aurait jamais pensé finir chanteuse, qu'elle se dit, elle se dit chanceuse car c'est quelque chose qu'elle pourra toujours faire si elle le voulait, qu'elle a l'impression qu'il n'y a rien de nouveau en termes de musique aujourd'hui, enfin en tout cas à l'époque, qui pouvait représenter exactement ce qu'elle ressentait. Et que c'est comme ça qu'elle a commencé à écrire. Et à un moment donné, on entend le journaliste qui lui demande à quel point penses-tu être connue. Elle est à cette époque-là, au moment où elle répond pas encore célèbre, elle n'a pas encore sorti son album Rehab. Et bien, à cette question, elle va répondre: je ne sais pas, je ne pense pas que je serai un jour connue. De toute façon, je ne pourrai pas le supporter. Je deviendrai complètement folle. Donc voilà, c'est une bande-annonce qui reste évidemment assez mystérieuse, mais on imagine évidemment qu'on va avoir le droit à cette descente aux enfers qu'elle a vécue et qui, puisqu'elle est devenue très rapidement un véritable phénomène, et comme elle l'a prédit, eh bien, ça n'est pas vraiment bien Elle n'a pas supporté, voilà, réponse prémonitoire. Voilà, prémonitoire. Donc, comme vous le disiez, c'est un documentaire qui n'a pas plu du tout à la famille d'Amy Winehouse, notamment Mitch Winehouse, qui on le sait avait beaucoup d'importance dans la vie de sa fille. C'est son père, mais c'était aussi son manager. C'est ce même Mitch Winehouse qui a fait publier un communiqué lundi qui explique que la famille se dissocie complètement du film alors qu'ils étaient associés à ce film au début du projet. Ils pensent que le film est une occasion manquée de célébrer la vie de l'artiste et son talent, qu'il est trompeur et qu'il contient des contre-vérités basiques, avant d'ajouter qu'il y a des allégations précises
précises contre la famille et le management qui sont infondées et déséquilibrées. Donc voilà, on s'imagine que le documentaire va taper un petit peu sur la manière de Mitch Winehouse de manager la carrière de sa fille. Donc ils n'ont pas contribué à l'élaboration de ce projet. En tout cas, ils ont contribué au départ on va retrouver des interviews de certains membres de la famille, mais le résultat final, le final cut qu'on appelle ça, n'a pas plu à la famille de l'artiste. Alors on pourra voir ce film au Festival de Cannes cet été, ça se passera en séance de minuit. Voilà, tout à fait. Le film n'a pas encore distributeur en France. On sait qu'il sortira au Royaume-Uni le 3 juillet prochain, mais ça va certainement, après le Festival de Cannes, trouver un distributeur assez rapidement pour la France et pour le monde d'ailleurs. J'aimerais finir aujourd'hui aussi par une petite anecdote, rien à voir avec Amy Winehouse. Voilà, on retrouvera ça au Festival de Cannes. Est-ce que vous vous rappelez de cet homme-là? Je ne sais pas si on va pouvoir voir les... Voilà. Ah, oui. Je vois qui c'est. Ça va vous décevoir. Hein. C'est qui? Souvenez-vous, Barbara. Ça vous dit rien? Non. Eh bien, vous allez vous souvenir dans quelques secondes que c'est un vrai choc. Voilà. Oh mon Dieu. Voilà, c'est le Daily Mail qui nous a révélé Richard Dean Anderson, qui était donc MacGyver à 65 ans. Petit coup de vieux pour MacGyver. Ouais. C'est toute notre enfance. Ouais, les internautes sont absolument choqués et ces photos c'est du vrai no filter. Hein, depuis toujours, c'est un vrai no filter. Ouais. MacGyver. Merci beaucoup, Laetitia. Courir pour une cause. Les marathons en tout genre sont en train de devenir le symbole de la solidarité des temps modernes. Rudy, on court désormais pour tout et tout le temps. Oui, si vous avez une cause à promouvoir, une équipe à souder ou un produit à vendre, eh bien vous faites courir les gens. C'est en substance ce que nous dit un très bon article de Jean-Laurent Casselli dans Slate sur 66 millions de Français. Savez-vous combien il y a de runners réguliers en France? Petit sondage. Aucune idée. À peu près. Je sais pas. Ça se compte en millions? 9,5 millions. Ouais. C'est considérable, c'est devenu au fil des années un vivier marketing très important. C'est pourquoi on a vu se développer ces dernières années un certain nombre de courses à thème. Alors il y a plusieurs catégories de courses et les buts qui sont recherchés sont aussi très nombreux. Je vais vous donner un petit exemple. Alors par exemple, un exemple par catégorie, il y a la course humanitaire. La course humanitaire par exemple pour récolter de l'argent pour la lutte contre le cancer ou le don de plaquettes. Alors ce genre de course est fait pour récolter de l'argent via le prix d'achat du dossard, environ 50 € et l'aide des sponsors. Et en plus de récolter de l'argent, ces courses permettent de mettre en avant un sujet dans les médias, mais une condition est importante pour ramener du monde. Il faut que la course soit fun, amusante. Alors c'est quoi ces voilà, images ? Que ce soit un moment de sport, mais que ce soit un moment de convivialité. Alors voilà pourquoi on a vu cette course de sumo, c'est la Sumo Run, c'était à Londres, un parcours de 5 km en tenue de sumo pour des associations caritatives. Par exemple, là, c'était pour soutenir l'éducation dans l'Afrique subsaharienne. Ou encore la Color Run qui vient de se tenir à Paris pour la première fois. Le principe est simple, se faire asperger de colorant pendant les 5 km de la course. C'est un concept qui est inspiré de la fête indienne Holi, la fête des couleurs. Alors ces courses, elles s'adressent à un public urbain, CSP+, pour la plupart pas forcément aficionados de la course, du marathon, du vrai marathon, mais qui viennent pour soutenir la cause et avoir une bonne dose de fun. Écoutez d'ailleurs quelques participants à la fin des 5 km de la Color Run à Paris. C'était trop cool. Super bien. Super bien. C'est beaucoup plus simple de courir avec les couleurs que sans. C'était physique, très physique. Mais ouais, bon, on n'a pas énormément l'habitude de courir. Mais c'était sympa, il y a une bonne ambiance. Là aussi, on court pour plusieurs causes. Oui, plusieurs causes étaient soutenues. Donc évidemment, le prix d'achat du dossard va... à différentes associations. Absolument. Ça doit être difficile de respirer, de courir et de respirer des colorants. Comme ça, c'est pas super. C'est rare. Ça doit être difficile de courir en sumo. Voilà, c'est difficile, effectivement. Même de courir tout court. Alors, on l'a vu, il y a le caritatif et puis on court aussi pour souder les équipes. Oui, c'est ce qu'on appelle dans le petit jargon des ressources humaines du team building, c'est-à-dire souder une équipe en lui faisant... C'est pas d'ailleurs, à partir de demain, Barbara, on court tous ensemble, tous les matins. Je présenterai le morning en courant. Donc en fait l'idée c'est de traverser ensemble des épreuves pour devenir plus fort ensemble, mais mieux encore la course est aussi utilisée à des fins de recrutement. Regardez cet exemple, c'est l'Urban Mud Race, sorte de parcours du combattant dans la boue qui aura lieu les 13 et 14 juin prochains dans le bois de Vincennes à Paris. Les participants vont s'amuser, c'est le premier but, mais ils s'amusent et s'ils s'amusent vraiment beaucoup, eh bien l'armée de terre leur proposera, une fois la ligne d'arrivée franchie, de se renseigner sur les postes qu'elle propose, car oui, cette Urban Mud Race est en effet
fait inspiré par l'armée, organisé par l'armée, aidé par les sapeurs-pompiers. Absolument. Donc non seulement les bénéfices de la course là aussi vont à une association de militaires blessés, mais en plus cela devient un vivier potentiel de recrutement de jeunes sportifs qui adorent se rouler dans la boue. Ça vous tente ? Moi j'étais bien la petite course le matin tous ensemble en équipe à 5 heures. On va en rester là sans la boue. Rudy, vous décryptez pour nous tous ces phénomènes de société. Alors pourquoi, à votre avis, l'expérience de courir est devenue si fédératrice ? Alors l'article de Slate a une piste pour répondre à cette question. Alors on serait dans la course dans du story making, c'est-à-dire on ne parle pas d'une histoire commune, ça s'appelle le storytelling. Non, on la construit, on construit une aventure ensemble. C'est ça le story making, c'est le sentiment d'être actif et de se dépasser et de le faire dans une dimension sociale. C'est ça, je comprends tout à fait la logique. Et pour les organisateurs, c'est rentable ? C'est extrêmement rentable. C'est un business en fait. Oui, c'est même pourquoi ces courses se multiplient. C'est bien plus rentable qu'un simple marathon. Le chiffre d'affaires du Mud Day, à ne pas confondre avec l'Urban Mud Race que vous avez vu, eh bien le Mud Day, c'est en général 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires à chaque édition. Et la cible aussi est une cible qui est très recherchée. On parle ici, je vous l'ai dit, de jeunes CSP+, urbains qui ont les moyens, et c'est pour cela que les sponsors sont friands de ces courses et viennent les sponsoriser assez facilement. Idem pour les associations. Ceux qui donnent généralement aux associations sont les retraités. Or, avec ces courses, les ONG touchent un public plus jeune en achetant leur brassard et donc en leur faisant faire des dons à un public qui habituellement ne le fait pas. De là à dire que les organisateurs courent après l'argent, il n'y a qu'un pas ou plutôt qu'une foulée. Merci. On attendiez cette petite formule. Voilà, alors demain matin, rendez-vous est pris. Oui, allez, on va courir tous ensemble. Avec Betsabé. Et justement, on va parler... Laetitia, vous êtes conviée aussi. Plus volontaire que vous, alors voilà. On mettra sur une brouette, Laetitia, ne vous inquiétez pas. Allez, on parle de son corps avec des défauts qui sont de plus en plus assumés, des rondeurs, des vergetures qui sont promues en ce moment sur Internet. Je vends ça très mal, excusez-moi, c'est pas du tout ça. Allez-y. C'est beaucoup plus glamour que ça. En fait, il y a des campagnes sur Internet pour déculpabiliser les femmes. Alors, tout est parti d'un cliché que vous allez voir tout de suite sur vos écrans, posté sur Instagram par une présentatrice télé américaine, Chrissy Teigen, accompagnée de cette légende. Je vais devoir supporter ces bleus à cause du tiroir de la cuisine qui m'est rentré dedans mes vergetures. Dites bonjour avec ce hashtag Love Your Lines. Donc un hashtag qui n'est pas nouveau. En fait, il a été lancé par deux mères américaines l'année dernière qui ont fait ce Tumblr, une composition de photos, donc en noir et blanc, des femmes qui posent nues, mettant en évidence leurs vergetures. Le but, on l'a compris, c'est de dédiaboliser ces petites stries. Alors vous avez à chaque cliché un témoignage livré par le modèle. Par exemple, j'ai caché cela pendant 8 ans, je réalise maintenant que je n'ai aucune raison d'être gênée. Mes enfants sont extraordinaires et j'ai beaucoup de chance d'avoir pu porter ces enfants. On explique beaucoup de photos de ventre de maman, on l'imagine, parce qu'après une grossesse, effectivement, il y a des vergetures sur le ventre. Exactement. Donc on les assume maintenant. Exactement. On n'est plus complexé. Il y a d'autres campagnes du même genre, pas seulement pour les vergetures, mais aussi pour les rondeurs, les grandes tailles. Les grandes tailles, exactement. Par exemple, vous avez le hashtag I'm no angel, donc je ne suis pas un ange, en référence au top modèle de Victoria's Secret, donc grande marque de lingerie, qui fait défiler ses mannequins avec des ailes d'ange, dont les mannequins égéries sont d'ailleurs surnommés elles-mêmes les anges. Alors, vous avez une vidéo, donc I'm no angel, des mannequins en sous-vêtements. Alors, je vous explique, ce ne sont pas non plus n'importe qui. Des mannequins stars, vous avez Ashley Graham et Candice Huffin, par exemple. Et ces femmes nous expliquent que toutes les femmes peuvent être belles telles qu'elles sont. Un seul mot, sexy, ce serait tellement ennuyeux si nous nous ressemblions toutes. Tout ce qui importe, c'est comment vous vous sentez. C'est ce qu'annonce donc la voix off. Voilà, donc plutôt convaincant. Autre campagne sur les réseaux sociaux, c'est Drop the Plus. Donc faites tomber le plus. Ça a été lancé par un jeune mannequin australien de 21 ans, Stefano Ferrario. C'est son nom. C'est l'égérie d'une marque de lingerie de Dita Von Teese. Et elle est considérée comme une grande taille et elle s'élève justement contre ce terme de grande taille ou encore size plus en anglais.
Et pour cause, une grande taille dans le jargon de la mode, eh bien c'est une taille 38, voire plus. Or, dans un 38, on n'est pas si loin que ça des silhouettes ordinaires, mais les mannequins ont des tailles qui oscillent entre le 34 et le 36. Alors, vous avez justement la Pulp Fashion Week qui était début avril à Paris, qui a fait défiler des mannequins, et bien des tailles 40 à 56, avec même des défilés de lingerie. Et on note d'ailleurs qu'il y a des défilés XL qui surgissent, qui butinent dans le monde, à New York, Berlin, Londres, et qui commence à faire, à meuter les foules. D'ailleurs, vous avez, je finirai là-dessus, une étude qui a été publiée au début du mois de mars en France par l'Institut français du textile et de l'habillement et qui révèle que seulement 13,15% des Françaises rentrent dans une taille 38 ou inférieure. Et oui, les femmes françaises ne sont ni grandes ni minces. 1m62 et 62,4 kg, voilà la moyenne de la femme qui vit. Combien de kilos 62,4 kg en moyenne. Et 1m62 Et 1m62. Réaction Laetitia, commentaire. Réaction Rudy. Je ne vais pas dévoiler, mais... Bon, finalement, c'est un débat qui a lieu depuis longtemps. Hein. Face à ces campagnes bien pensantes, on assume ses rondeurs. Le dictat de la minceur est quand même toujours imposé, notamment, vous l'avez dit, à cause de la mode. Hein. Mais demandez l'avis aux hommes. C'est-à-dire que dans Alors, la réalité... on vous demande votre avis. Vous allez les voir tous sur les vidéos des femmes dites rondes. Ouais. Ils étaient tous agglutinés à la rédaction. Il n'y en a pas un qui n'a pas voulu les voir. Il y a une différence entre ce que les magazines donnent comme modèle et ce que les hommes aiment vraiment. Et généralement, il y a un énorme décalage. Allez, on finira là-dessus. On reste optimiste. Vive les rondeurs. Merci à tous les trois. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Dans 2 petites minutes, un nouveau journal complet pour faire le point sur l'actu avec Elsa Mimoun. Je vous dis à demain et portez-vous bien.